Alors, je vous propose qu'on commence. Et les retardataires seront toujours les bienvenus. Donc, on a un très joli thème aujourd'hui, qui est effectivement Albert Camus, auteur du XXIe siècle, qui pose plein de questions. Un Albert Camus qui nous manque en ces temps un peu perturbés. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Mona Azam et Vincent Engel. Mona Azam, qui a été directrice scientifique du livre Hommage à Albert Camus, et Vincent, qui a signé la préface très éclairée de ces livres collaboratifs. Donc, 2-3 mots pour les introduire et pour introduire le sujet aujourd'hui, parce que je ne suis pas l'expert, les experts, vous les avez face à moi. Donc, l'écriture d'Albert Camus, on le sait, d'une richesse incroyable, elle est souvent teintée de pointes d'ironie, et de beaucoup d'amour, beaucoup d'humour aussi parfois. Mais l'écriture d'Albert Camus est focalisée surtout sur son humanisme et son amour au sens très large, vous nous en parlerez. Et parce qu'Albert Camus, c'est avant tout pour tous, de Mons à Washington, où j'étais la semaine dernière, et je parlais avec des professeurs de français, une conscience morale qui a marqué son époque et qui manque à notre siècle. Donc si Albert Camus dérangeait, dérange et dérangera encore, c'est d'abord parce que sa morale est effectivement entièrement construite sur la double valeur de la dignité et de la responsabilité, et ensuite parce qu'il n'a jamais varié dans ses engagements, jamais, et c'est encore un autre sujet qu'on abordera. Alors, Albert Camus, plus nécessaire que jamais dans ce monde troublé, on le disait, faut-il remettre la pensée de Camus au centre du débat sociétal? On va en parler aussi. Ce sont les questions auxquelles donc, nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec toi, Mona, auteur de plus de 10 ouvrages, professeur de lettres à Montpellier, dans le sud de la France, après 10 années passées au Liban à enseigner, et puis auteur de l'ouvrage que vous trouverez là et que vous avez pu voir aujourd'hui sur le stand rencontre des auteurs francophones, Albert Camus, L'espoir du monde, un roman que Mona a mis plus de 10 ans à écrire avec passion. Et je perds mes petites notes, ça arrive, c'est le direct. Et vous êtes donc aussi la directrice scientifique, je le disais, de ce livre Albert Camus, des éditions Rencontre des auteurs francophones. Avec nous également le Belge et l'expert belge de Camus, Vincent Engel, auteur de plus de 20 livres, mais aussi d'une dizaine de pièces de théâtre, directeur de la revue Marginal, professeur de littérature à l'UC Louvain, et donc Vincent Engel, vous êtes spécialiste de la mémoire et du traumatisme de guerre. Vous présidez aussi beaucoup de choses, le jury du prix de la Nouvelle, et vous êtes vice-président du conseil d'administration de la RTBF. La liste est encore longue, mais il y a une nouvelle nomination que j'aimerais annoncer, qui est celle de Le Pen Club, ou c'est Le Pen maintenant, Le Pen Belgique. Donc vous avez pris la présidence avant-hier, et donc on vous félicite pour cette très bonne nouvelle. Vous avez signé donc la préface de ce livre hommage. Bonjour à vous deux. Alors moi j'aimerais savoir avant tout que vous nous parliez de votre rencontre avec Albert Camus et pourquoi vous avez cette espèce de fascination, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour l'auteur. Donc peut-être Mona pour commencer. Ma rencontre avec Camus, elle date de mon anniversaire des 10 ans. Et je la dois essentiellement à mon père qui m'a offert Noces, suivi de l'été. Oui, c'est très ambitieux, mais j'étais précoce. Et j'ai lu. Je n'ai pas beaucoup compris, mais j'ai décelé dans ces deux textes qui sont poétiquement sublimes quelque chose de mystérieux et de très très beau. Et j'aimais les lire à voix haute. Et au fil des années, la passion s'est nourrie, puisque de Noces à l'été, j'ai quand même lu toutes les œuvres de Camus. Et je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je rende un peu à celui qui m'avait tant apporté dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de penser, à la fois mon père et Albert Camus, qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui et dont je suis fière. Donc voilà, L'espoir du monde, c'était une manière pour moi de rendre à Camus ce qu'il m'avait apporté et de rendre hommage à mon père d'une certaine manière. Même question pour toi, Vincent. Mais à peu près la même réponse, sauf que je suis moins précoce que toi. J'avais 14 ans, mon beau-frère... Bah, par contre, je suis plus boulimique, parce que mon beau-frère m'avait offert toutes les œuvres de fiction de Camus en folio.
Et jusque-là, je lisais des bouquins sans grand intérêt, la littérature jeunesse qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire des choses quand même pas très bonnes. Le Club des Cinq. Ah non, ça, je dirais que ça irait encore, mais j'étais vraiment pris dans quelque chose d'assez éloigné de Camus, en fait. C'était les safaris signes de piste, Prince Eric, etc. À l'époque, j'avais pas les clés pour me rendre compte que ce que je lisais, c'était d'abord assez puant, idéologiquement parlant, parce que ça flirtait quand même pas mal avec l'extrême droite. Et au niveau des mœurs, c'était quand même limite pédophilie. Et moi j'adorais ces romans, je vous assure, je suis vraiment pas à l'extrême droite et très loin de la pédophilie. Et puis je reçois donc tous les romans, enfin tous les fictions théâtre et théâtre de Camus. Et je pense très bêtement, ce qui me fascine d'abord le nom de Camus me fascine parce que j'en ai entendu parler, mais c'est d'avoir tous ces volumes avec leur couverture blanche. Et quand je dis que je suis boulimique, j'aime bien les quantités. Et là, ça vient tout de suite occuper une place dans ma petite bibliothèque. Et puis, je les ai lus quand même. Et j'ai vraiment adoré tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. C'est de la même manière, je suis tombé amoureux de Rome, je ne sais pas pourquoi. C'était une évidence. Et puis, Camus est à peu près, pas tout à fait, mais à peu près le seul auteur que j'ai lu, relu et re-relu. L'étranger est très certainement le roman que j'ai lu le plus souvent dans ma vie. Et donc, il y a une connivence intellectuelle qui s'est installée. C'est intéressant. Pourquoi, je te coupe, mais pourquoi on relit un livre autant de fois? Parce que donc j'ai donné cours sur l'étranger en fac pendant plus de 15 ans et je vais recommencer parce qu'on m'a demandé de reprendre le cours. À chaque fois, je disais à mes étudiants, je vous donne cours sur l'étranger. C'est un petit bouquin quand même, l'étranger. Je le donnerai aussi longtemps que, donnant ce cours, je découvre des choses que je n'ai pas encore vues. Et je précisais, ça vous donne deux mesures. Un, la mesure de ma bêtise, parce que si après 40 lectures, j'ai pas tout vu, c'est peut-être que je suis pas digne d'être professeur de lettres. Et deux, ça vous donne, et je pense que c'est plus juste, la mesure de la richesse de ce livre. Et très souvent, ils me voyaient, j'étais en train de donner cours, puis j'allais vers mon bureau, je prenais vite mon stylo, j'écrivais un truc, parce que je me disais, mais comment est-ce que tu as pu ne pas avoir vu ça jusque-là? Alors, on parle de l'enfance, on parle de l'éducation, on parle de vos métiers de professeur à tous les deux, et c'est assez intéressant parce que Camus, c'est quelqu'un qui vient de la pauvreté, avec une mère analphabète, et il prouve, en tout cas, il prouvait qu'à l'époque, en tout cas, l'école et l'écriture permet d'accéder à un autre monde social. C'était un ascenseur social. Ouais. Est-ce que vous, aujourd'hui, puisque vous êtes tous les deux professeurs de lettres, est-ce que c'est un ascenseur social qui peut exister? Est-ce qu'il peut de nouveau y avoir des Camus aujourd'hui? Pourquoi pas? Est-ce que l'école est capable de former aujourd'hui des Camus? Alors, ce n'est pas seulement l'école. Camus était, oui, d'un milieu très pauvre, hein, un milieu vraiment démuni. Et la réaction de sa grand-mère quand elle apprend que son enseignant veut à tout prix l'inscrire grâce à une bourse, sa première réaction, c'est de répondre, c'est dans le premier homme, hein, c'est de répondre que ben non, il faut qu'il aille travailler pour aider à nourrir la famille. Camus a eu cette chance de la main tendue d'un enseignant qu'il a su saisir. C'est plutôt la personne. Je ne dirais pas que c'est l'école, je dirais plutôt que c'est la personne. Et pourquoi pas de nouveau d'autres Albert Camus? Alors, est-ce qu'il y aura un autre Albert Camus? Non. Il est unique. Je relis encore l'étranger. Ça fait peut-être 60 fois. Et à chaque fois, je trouve quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc, c'est la richesse de cette œuvre. La chute aussi, hein, est vraiment fabuleuse. Mais est-ce que c'est l'école? Oui et non. Mais c'est plutôt les individus qui sont dans l'école. Il y aura d'autres créations, d'autres créateurs, je pense. Et l'école a un rôle fondamental à jouer. Mais est-ce que c'est le cas aussi à l'université? Est-ce que parmi ces élèves qui ont peut-être un talent de demain, est-ce qu'il
Est-ce qu'on voit des élèves qui justement viennent de milieux défavorisés et qui se disent que l'écriture peut les sauver? Ce qu'on aimerait tous offrir à nos élèves, j'imagine, en tant que professeur. D'abord, je pense qu'à l'université, c'est un peu tard, donc c'est sûr que l'université remplit une fonction. Alors malheureusement, j'ai de plus en plus l'impression que cette fonction, c'est une fonction socio-économique qui est une chambre d'attente avant le chômage. Les temps qui sont aux études, on les occupe, on les cadre. Et donc, je crois, mais c'est un tout autre débat, je pense qu'il y a une crise de l'enseignement qui est très profonde et pas spécialement pour les raisons qu'on invoque régulièrement, de moyens, mais parce que nos élèves ont changé. Nos élèves sont vraiment d'une espèce nouvelle parce qu'ils sont nés avec les tablettes, avec tous ces outils qui ont développé une manière d'appréhender le monde totalement différente de la nôtre. Ils pensent en arborescence, ils pensent de manière beaucoup plus multitâche. Quand je donne cours à la fac, ils sont sur leur ordinateur, ils relèvent des mails, ils regardent des vidéos et ils suivent le cours en même temps. En tout cas, les meilleurs d'entre eux. Donc, parce qu'ils font plusieurs choses en même temps, alors que l'école à laquelle on a, enfin l'école qui existe toujours, le système scolaire qui existe toujours, c'est vous dire, on ne peut faire bien qu'une chose à la fois, il faut se concentrer et il faut être capable de se dire que le mardi à 10h, on va faire des maths et qu'à 15h, on va faire de la géographie et le matin, on commence par... Et c'est tout ça qui devrait être vu, mais c'est infaisable parce que les professeurs qui sont en charge de mettre ça en place ne sont pas formatés comme ça et donc ils n'ont pas donc on est face vraiment à une sorte d'impossibilité douloureuse. Donc un changement. C'est un autre débat. À l'université, c'est un peu trop tard aussi. Oui. C'est un peu trop tard. Moi, j'aimerais revenir sur Camus. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes les experts qui estimaient que pour parler de la pauvreté, pour parler de la réalité, il fallait la connaître. Donc, est-ce que vous estimez que Camus, parce qu'il a connu tout ça, cette pauvreté, parfois le mépris de ses pairs aussi, est-ce que dans ses écrits, on ressent une vérité qu'on ne pourrait pas ressentir chez un Sartre ou chez d'autres auteurs parce qu'il a connu justement ça? Tu veux répondre? La pauvreté chez Camus, elle fait partie de son être. Elle fait partie C'est quelqu'un qui n'a jamais renié ses origines. Non, mais est-ce que dans son écriture, on ressent ce réalisme, j'ai envie de dire entre guillemets? Non, il y a, à mon sens, ce n'est pas lié à la pauvreté. Je ne sais pas si Vincent a une autre opinion, mais moi, je le verrais plutôt... C'était quelqu'un qui allait à l'essentiel. Il n'y a pas de fioriture dans ses romans. Le verbe est juste, les phrases sont courtes. Il y a chez lui comme un souci d'honnêteté. C'était quelqu'un de foncièrement honnête. Et comme il était honnête, il ne savait pas duper. Peut-être que la pauvreté, le fait d'avoir connu la misère a contribué à forger son style. En tout cas, elle a forgé sa personnalité, sans conteste. Je ne peux pas comparer Sartre à Camus. On n'a pas du tout le même style, ni le même vécu, ni le même contexte socio-économique. C'est différent. Moi, non, je pense que je réfléchissais, je ne vois pas d'extrait de Camus où il dit qu'il faut avoir vécu la pauvreté pour en parler, parce que justement dans le mythe de Sisyphe, par exemple, quand il définit les aventuriers de l'absurde, il parle de l'acteur qui est capable, dans l'espace du jeu, d'une pièce, de vivre toutes les vies qu'il ne vivra pas par ailleurs. Donc je pense que c'est justement ça la force de la fiction, c'est de parler de réalités qui ne sont pas strictement les siennes. Mais il faut le faire de manière la plus authentique possible, sans tricher. Et je pense que s'il y a quelque chose qui distingue Sartre de Camus, c'est effectivement, toi tu disais que Camus est honnête, c'est juste, et Sartre est un tricheur. Sartre a toujours été un tricheur. C'est la parole du Camusien. Non, c'est pas la parole du Camusien, c'est la parole... non, mais un tricheur avec son génie de tricheur, mais c'est un tricheur. Et donc, la fiction, elle est là pour parler de tout ce qui... Évidemment, il faut rester si on est sincère et authentique avec soi, on va parler de choses qui t'intéressent vraiment. Mais tu ne peux pas construire
de mémoire d'une époque, d'une société, si tu ne peux parler que des choses que tu as vécues toi-même. Évidemment, la question, la littérature de la Shoah, on est en plein là-dedans. Est-ce que pour parler de ce qui s'est passé dans les camps, il faut être allé dans les camps? Évidemment, non. Sinon, la mémoire serait morte, il n'y aurait pas de mémoire. Parce que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ce qui fait vraiment question, c'est les chambres à gaz. Et personne, ou quasiment personne, n'est sorti vivant d'une chambre à gaz. Donc on ne pourrait pas en parler si on applique cette idée que l'on ne peut parler que de ce que l'on a vécu. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le sujet, justement. Est-ce que vous deux, vous estimez que Camus est un peu un marqueur de sa société sur la fraternité? Est-ce que c'est un marqueur de notre société aujourd'hui où on a besoin de cette fraternité? Est-ce qu'il manque à ce XXIe siècle? Je lisais la semaine dernière en conférence théâtralisée à Montpellier des extraits d'une pièce de théâtre de Camus. Je ne dirai pas le nom, vous allez essayer de la deviner dans le public. Et donc je lisais des extraits, ça parlait des enfants. Et le personnage, dont je ne dirai pas le nom, puisque c'est à vous d'essayer de deviner, renonce donc à piéger la calèche d'une femme. Et il y a un extrait où il parle d'enfants, et je le lisais, et en même temps que je le lisais, je me disais, mais il aurait pu l'écrire là, maintenant. Vous savez de quelle pièce je parle? Un indice? Personne? Vincent? C'est juste. Eh oui, ce sont les justes. Je pense que Camus n'a même pas besoin aujourd'hui qu'on le défende, qu'on le mette en avant de lui-même. Ses textes parlent pour lui-même. Non, la question, c'est oui, justement, est-ce qu'il manque aujourd'hui à d'autres... Il nous manque, mais il est là. Il est là. Il suffit de le relire, il suffit de le lire. Il est là dans aussi la manière d'être et de penser de toutes ces personnes qui se revendiquent avec cet adjectif que j'aime beaucoup. Moi, je suis camusienne. Et ça veut tout dire. Je suis camusienne, je suis dans la lignée de ce qu'Albert Camus nous a laissé et qu'on continue à savourer. C'est un modèle d'humanité exceptionnel, Camus. Alors, je sais que Vincent, et tu m'arrêtes si je me trompe, tu estimes aujourd'hui que des voix comme ça, comme Camus, qui n'ont jamais retourné leur veste, qui ont toujours porté ce message jusqu'au bout, et dans ton livre d'ailleurs trop au bout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'a plus d'hommes ou de femmes capables de porter un message intellectuel ou un message de paix, etc., qui n'a jamais scié et qui continue sur... Non, je pense que ces gens existent toujours. Je pense que de son temps, Camus n'était pas le penseur dominant, mais il avait face à lui une opposition qui était réelle, et il y avait un débat intellectuel qui était réel. Je pense que ce qui rend les choses difficiles aujourd'hui, donc il y a entre guillemets des Camus, il y a en tout cas des gens, des hommes et des femmes qui ont une cohérence de pensée, qui défendent les valeurs qui étaient celles de Camus, c'est-à-dire la dignité humaine, la défense des plus fragiles, dans un terme qui, je pense, est important pour Camus, dans une bienveillance, une empathie très forte. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que l'empathie n'est plus audible, ou elle est tournée en ridicule, et on est dans cette cacophonie où finalement la voix qui va porter le plus, ce sera la plus méchante, la plus cinglante. On est un peu, c'est un film que j'adore, que je revois souvent, même en cours, c'est Ridicule de Patrice Lecomte. On est dans cette époque où le mot d'esprit est plus important que le mot de raison. Et le mot d'esprit peut tuer, peut ruiner quelqu'un. Dans le film, c'est très clair. Et c'est toujours au détriment de la raison. Camus est un homme... il sait bien que la raison a ses limites, il le dit, mais il ne va jamais céder au plaisir d'un mot d'esprit. Ce que d'autres aujourd'hui, c'est à qui va sortir la phrase la plus méchante sur les réseaux. Le fameux buzz. Oui, c'est ça.
sa voix dérangeait à l'époque. Sa voix dérangeait parce que c'était la voix d'un juste. Juste, oui, je suis tout à fait d'accord avec Vincent, juste dans le sens où il y avait en lui ce besoin de bienveillance envers les plus démunis, envers les plus défavorisés. Et à chaque fois qu'il y avait une personne en souffrance dans le monde, Camus était là. C'est le seul intellectuel à avoir osé dénoncer la bombe atomique sur Hiroshima. Ah oui, quelques jours après le seul, l'unique intellectuel, pas qu'en France, dans le monde. Et il fallait avoir du courage à l'époque. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi on le qualifierait. Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous, parce que j'étais il y a 15 jours à Washington, et j'ai parlé avec des professeurs de français qui enseignaient le français à des élèves américains, hein, et je me suis aperçue, et c'est eux qui me l'ont dit, que Camus est un des 2 ou 3 auteurs qui sont le plus appréciés par cette jeunesse américaine, jeunesse francophone bien évidemment, mais aussi cette jeunesse américaine qui apprenait le français et qui, en apprenant le français par Camus, par la lecture de Camus, était fascinée par son discours. Comment vous expliquez que Camus est aussi actuel et s'adresse aussi facilement et avec autant de succès à cette jeunesse aujourd'hui? Je te rejoins parce que lors des événements littéraires autour de Camus, L'espoir du monde, je suis agréablement surprise, pas plus tard que la semaine dernière, dans le 5e, à proximité de la Sorbonne et de Sciences Po, il y avait dans le public beaucoup de jeunes personnes et qui non seulement s'intéressaient à mon roman, ils étaient là pour ça, mais repartaient avec pratiquement tous les folios de Camus. Et ils ne connaissaient de Camus que ce qu'ils avaient appris à l'école. Et c'est comme si, quelque part, depuis quelques années déjà, hein, ça fait 5-10 ans, que Camus, il y a un nouvel engouement pour son œuvre. C'est comme si on le redécouvrait en France, et c'est tant mieux. Après, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a des textes de Camus qui sont très difficiles pour des jeunes apprenants en français et pour des jeunes français aussi francophones. Il y a des textes que tu ne peux pas lire. Le mythe de Sisyphe, c'est pas à la portée de tout le monde. Oui, parce que ce sont des textes philosophiques qui brassent des idées, etc. Mais la prose de Camus est une prose, en tout cas, d'accès extrêmement simple. Le premier homme est très simple. Oui, tu le lis. En fait, et je pense que c'est le gros problème des intellectuels en France, c'est qu'il faut surtout n'être pas accessible. Et la preuve de votre intelligence se mesurera à l'inaccessibilité de vos textes. Je me souviens, pour ma thèse, j'avais dû lire Lacan, mais vraiment, j'ai eu du mal. Et ce qui a débloqué les choses, c'est d'avoir lu Lacan dans une traduction anglaise. Parce que le traducteur avait dû faire un travail de dingue pour transmettre en anglais, et ça m'a donné les clés, donc j'ai pu retourner à Lacan. Mais c'était pas... Alors que Camus, il y a quelque chose de directement accessible. Et puis, si vous le relisez, vous allez découvrir d'autres choses, et puis d'autres choses, et puis d'autres choses. Et pour moi, c'est fondamental, l'intelligence doit d'abord être un plaisir, et pas une souffrance. C'est le plaisir qui nous guide. On est quand même la seule espèce animale qui a fait de la souffrance et de la difficulté la clé de l'enseignement. Tous les autres animaux apprennent en jouant, parce que c'est le jeu qui vous permet de vous coltiner au danger de la vie sans risquer votre vie. C'est fondamental. Le jeu, c'est fondamental. Le plaisir est fondamental. Camus, c'était aussi quelqu'un qui adorait la vie, qui adorait le plaisir, qui adorait rire. Quand vous reprenez une vidéo, les quelques vidéos qu'on a de Camus, les plus belles, c'est les moments où il parle du théâtre. Parce que c'était sa cour de récréation, c'était du plaisir pour lui. Et quand il parle de théâtre, Camus, ses yeux brillent. Du football. Et du football, et exactement. Du football. Oui, alors là, je pense qu'aujourd'hui, il aurait parlé du football sans doute autrement. Mais vraiment, le foot
et le théâtre, ce sont les deux endroits. Et il est drôle. Enfin, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en exergue, c'est l'humour dans Camus. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles Camus revient aujourd'hui, c'est peut-être parce que, je risque de te choquer en disant ça, peut-être parce qu'on l'a moins enseigné à l'école. Moi, en fac, quand mes étudiants arrivaient, je leur disais, je vais vous demander la chose la plus difficile qui soit. Je vais vous demander d'essayer d'oublier tout ce que vous croyez savoir sur Camus. Vraiment, oublier. Parce que souvent, alors je ne dis pas les très bons profs, mais souvent, quand on voir l'étranger en humanité, c'est dangereux pour l'étranger. Parce que je faisais des petits sondages. Je disais, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'étranger? Souvent, ils me disaient, à la fin, il se fait guillotiner. Et je dis, non, déjà. Et qui est l'étranger dans le roman? C'est Meursault. Et je dis, est-ce que vous savez que le seul personnage dans le roman qui est désigné par le nom de l'étranger, c'est le concierge de l'asile. Meursault n'est jamais défini comme un étranger. Donc, casser et désapprendre, c'est beaucoup plus difficile qu'apprendre. Et donc, peut-être comme il a été moins enseigné, faut quand même le reconnaître, les lectures imposées en humanité, c'est souvent des choses qui vous dégoûtent de la littérature, et en tout cas des auteurs qu'on vous impose. Et donc c'est peut-être pas plus mal qu'il ait été moins vu, et on peut le redécouvrir de manière un peu plus virginale. Totalement virginale, c'est impossible, parce que Camus fait partie de ces auteurs qu'on a lus même quand on ne les a pas lus, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Oui, et d'un autre côté, en librairie, on a vu les chiffres. Camus... je pense que ça reste, l'étranger reste le titre le plus vendu en poche. On a eu la peste pendant la Covid, parce que chacun a voulu lire la peste en se disant, tiens, on est en train de revivre les livres de Camus. Mais on a presque l'impression qu'aujourd'hui, Camus est plus reconnu qu'à son époque. Alors, je vais répondre à Vincent. Non, tu ne m'as pas choqué, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Alors, en France, c'est différent. Camus a été négligé. Il n'était pas dans les programmes. En tout cas, les 15 dernières années, les personnes de ma génération, oui, on a étudié Camus. Comme tu dis, ça dépendait du prof. Il était passionné, il nous transmettait la passion. Je me souviens avoir détesté l'étranger. Parce que lecture imposée. Et quand je l'ai redécouvert toute seule, c'était une autre histoire. Il est revenu dans les programmes avec Le Premier Homme, qui est travaillé déjà en classe de 3e, donc ils ont 15-16 ans. Et il fait partie des préconisations, il n'est pas imposé. Donc les professeurs en collège ont le droit, selon la thématique imposée par le ministère, de choisir leurs œuvres. Et comme tu le dis si bien, en fonction du professeur, qui peut déconstruire pour construire, là, ça peut être fabuleux. Moi-même, je commence mon année scolaire avec la lecture de l'Incipit de l'étranger. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la littérature. Et à partir de là, ils lisent. Alors, le plus vendu reste l'étranger, mais sachant que le petit folio, 2 €, qui est passé à 3 €, cher Monsieur Germain, se vend tous les jours à des milliers d'exemplaires, et tous les élèves français l'achètent et le dévorent, et ils adorent. C'est fabuleux. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose comme ça que j'ai trouvé un peu intéressant chez Camus, qui était un peu Camus et l'absurde, parce que Camus, si je ne me trompe pas, disait qu'il fallait être heureux, parce que la vie a une valeur inestimable. Il était contre le suicide, par exemple, même en cas de malheur absolu, si je ne dis pas de bêtises, mais parce que l'amour sauve l'homme et que la vie a une importance important chez chacun. Il y a ce côté absurde entre les désespoirs et l'espoir chez Camus. Ni l'un ni l'autre, justement. Ouais. Et dans la difficulté de faire comprendre ce qu'est l'absurde, chez Sartre, l'absurde est un point final.
Hein. Chez Camus, c'est un point de départ. Hein. Il dit vraiment la prise de conscience de l'absurde est le point de départ de tout le reste. Alors l'absurde, c'est quoi? C'est la prise de conscience que le monde qui nous entoure est totalement indifférent, qu'il ne nous donnera aucune réponse, que toutes les questions que l'humain se pose par rapport au sens de la vie, ce qui se passe avant, après, etc., il n'y a pas de réponse. Le monde est silencieux. Et il dit c'est le silence déraisonnable du monde. Et quand il dit déraisonnable, c'est-à-dire justement qu'il n'est pas raisonnable, qui n'est pas rationnel. Et ce n'est que dans le temps de la vie que l'homme peut manifester sa dignité en œuvrant et en créant. Hein, pour ça que créer, c'est vivre 2 fois. Et 2 fois, 10 fois, 1000 fois, parce qu'il y a une éthique de la quantité chez Camus. Tout ça pour rien. Il dit écrire, c'est donner au vide ses couleurs. Et il est contre le suicide, c'est-à-dire qu'il ne condamne pas le suicide, mais il dit un aventurier de l'absurde refusera le suicide parce que ce n'est que dans le temps de la vie humaine que l'on peut se battre contre l'absurde et que l'on peut manifester sa dignité. Et donc abréger ce temps, c'est accepter trop tôt la victoire de l'absurde. Donc, il faut lutter. Et pour ça que, alors après, dans l'homme révolté, le révolté peut être prêt à mourir pour la cause qu'il défend, alors que le révolutionnaire est prêt à faire mourir les autres. Donc, autant on refuse le suicide, l'aventurier d'absurde refuse le suicide, mais il est prêt aussi à prendre ses responsabilités et à prendre le risque de mourir pour la défense de cette dignité. Je me révolte, donc nous sommes. Tout est dit. Et puis après, oui, pour conclure sur ce qu'il disait, c'est un plaisir de t'entendre parler. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et tout part de là, de cette imagination qui va donner lieu à la création probable. C'est fabuleux. Alors moi, j'aimerais qu'on prenne quelques questions, mais avant, je vais vous demander de conclure sur la thématique, justement. Pourquoi Albert Camus est un auteur du XXIe siècle ? Parce que je pense que nous n'avons toujours pas soldé les questions du XXe. Et que ces questions, les questions que la Seconde Guerre a vraiment fait éclater dans toutes leurs dimensions, elles sont toujours là. C'est ce que Paul Ricoeur appelle ce passé qui ne passe pas. Et que tant qu'on n'aura pas résolu ces questions-là, tant qu'on n'aura pas apporté des réponses valables, le XXe siècle n'est pas fini. Alors on est entre désespoir et espoir, ou on penche vers l'un ou l'autre ? Ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il faut vraiment, restons camusiens jusqu'au bout, ni l'espoir ni le désespoir, mais cette volonté farouche, cette tenace de chercher un peu de lumière et un peu de bonheur. Ouais. Mona ? Moi je dirais qu'il est un auteur, oui, du XXIe siècle, puisqu'il prolonge le XXe siècle qui effectivement n'est pas terminé. Nous n'avons rien retenu des leçons du XXe siècle. Et c'est un peu l'objet aussi de l'espoir du monde. Moi, aujourd'hui, au moment où j'écrivais ce roman, bon, j'ai mis 10 ans à l'écrire, et je reviens sur les années 80. Mais il n'y a pas un matin, depuis certains temps, où je ne me pose la question, qu'est-ce qu'il aurait dit, Camus ? Là, maintenant, en entendant ça, en voyant ça, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Peut-être qu'il aurait opté pour le silence. Je pense. Non ? Je ne sais pas. Mais bon. Mona, quand je te lis, je ne pense pas. Ah non, mais je ne peux pas le faire revivre éternellement non plus. Une fois, c'est bon. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je passe le micro. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. On aimerait bien que ce soit vrai, que ce ne soit pas de la fiction. Bonjour vous deux. Alors, Vincent, on n'est pas des inconnus. Tu parlais d'auteurs que tu as lus depuis longtemps, le plus longtemps. Si moi, je retourne dans mon parcours de lecteur, c'est certainement René Char. Et une question pour vous deux. Dans le travail de Camus, ce qui, moi, m'a touché, c'est justement cette correspondance, cette vraie amitié avec René Char. René Char, entre parenthèses, encore avant-hier, un poème que je connaissais, j'étais passé à côté. Donc c'est un poète qu'il faut lire et relire. Mais j'ai lu aussi la correspondance avec Camus. Qui est fabuleuse. Voilà,
c'est une vraie amitié, hein, avec un grand A. Et la deuxième question, toujours dans la correspondance, c'est celle qu'il a eue avec Maria Casares. Voilà. René Char, ce n'était pas une simple amitié, c'était de la fraternité. C'était plus profond que de l'amitié. D'ailleurs, je ramène Camus à la vie. Et sans l'aide de René Char, le compagnon de toujours, et de Louis Guillou, qu'on ignore, et qui pourtant est un écrivain incontournable, il y a justement tout l'espoir du monde, de mon roman en tout cas, me remet à sa juste place cette fraternité exceptionnelle entre Camus et René Char. Ils partageaient cette poésie de la vie, et qui est rare. Je rappelle que René Char a quand même tenu, malgré la mort de Camus, à faire en sorte que La postérité du soleil, un ouvrage collaboratif entre René Char et Camus, voit le jour. Et il lui a donné vraiment vie. C'est un ouvrage qui est magnifique, qui est épuisé. Et aujourd'hui, quand on trouve un exemplaire, c'est avec beaucoup de chance. La correspondance avec Casares, c'est très belle, elle est très profonde. Et par moments, je découvre en Maria Casares une auteure talentueuse. Il y a des passages où elle est supérieure à Camus, mais supérieure au niveau de la plume. Hein. Oui, et d'ailleurs, il est intéressant de lire un ouvrage de Casares qui s'appelle Résidente privilégiée, qu'elle a elle-même rédigé. Hein. C'est un peu son autobiographie. Je crois que c'est chez Lafon, je ne sais plus, c'est un vieil ouvrage. Mais voilà, c'est une période qui est magnifique en France quand on regarde intellectuellement parlant. Il y avait justement les René Char, les Guillou, Sartre, Beauvoir, enfin tout ce monde hein, du boulevard Saint-Germain. Il y avait le débat. Aujourd'hui, on n'a plus le débat. Ouais, qui pouvait être assassin. Hein. Oui, oui. Ouais. Mais il y avait le débat. Ouais. Alors, je vais t'avouer, Alexandre, j'ai du mal à répondre à ta question parce que j'ai beaucoup de mal à lire les correspondances. J'ai une sorte sans doute de pudeur mal placée, mais je lis rarement et j'ai à peine feuilleté les correspondances de Camus parce que mais ça ne vaut que pour moi, hein, mais il y a quelque chose d'impudique à aller lire les correspondances des personnes, donc je botte en touche. Alors, celles avec qui a remonté sont moins personnelles. Ce sont des correspondances sur justement la politique et les enjeux économiques et sociaux de l'époque. Avec Nicolas qui a remonté, on n'est pas dans le personnel. C'est vraiment deux intellectuels de gauche qui échangent et ça peut être très intéressant, ça. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle ? Vous avez deux experts, là, profitez-en. Toute question sur Camus, sur son histoire, sur ce qu'il était, sur ce qui l'amènerait à notre siècle aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais réagir, je ne sais plus qui l'un de vous deux, c'est je crois toi Mana, qui parle qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui. Pourquoi il n'y a plus de débat aujourd'hui ? Il y a pourtant des gens qui pensent à des extrêmes différents et qui s'opposent. Ça veut dire quoi, il n'y a plus de débat ? Il n'y a plus de débat sensé, il n'y a plus de débat qui fait avancer la société ? Non, parce que chacun reste... Enfin, d'abord, le temps dévolu au débat aujourd'hui dans les médias est quand même de plus en plus réduit. Et on sait très bien... Quand on avait je ne vais pas déflorer un grand secret du conseil d'administration, mais au CA de la RTB, on avait une discussion sur les débats qui vont avoir lieu puisque nous allons rentrer en période électorale. Et les représentants des partis, parce que je siège au CA, mais je suis totalement indépendant, étaient fâchés que l'on ne prévoit pas un débat des présidents de partis. Et je pense que l'équipe des journalistes de la RTB a été très sensée de refuser ce barnum parce que
dans ces débats, aujourd'hui, les gens viennent avec leurs punchlines qui ont été préparés par leur équipe de communication et viennent comme dans un match de boxe, pour essayer de mettre l'autre KO et en tout cas pour qu'ils soient les seuls que l'on voit. Ce qu'ils disent n'est pas important, c'est comme dans Ridicule, quoi. C'est vraiment le mot. Aujourd'hui, la punchline, c'est le mot moderne pour le mot d'esprit, mais ce sont des paroles creuses. Il n'y a pas de vraie confrontation, parce qu'un débat intéressant, ce n'est pas spécialement un débat où les gens vont s'engueuler et vont essayer de mettre l'autre KO. C'est un débat où des idées divergentes vont s'affronter de manière plus ou moins respectueuse. Alors, un bon débat n'est pas celui spécialement où les gens changent d'avis à la fin du débat, mais c'est en tout cas un débat où les personnes qui y assistent, d'une manière ou d'une autre, trouvent du miel pour réfléchir. Aujourd'hui, les débats sont des spectacles de lutte où on ne réfléchit pas, où on se délecte de l'uppercut et du coup bas, plutôt du coup bas que de l'uppercut d'ailleurs. Donc dans les médias, tu n'as quasiment plus de place pour les débats. Twitter ou X ou Y, ça n'est certainement pas un lieu d'intelligence et de débat. Je pense une émission de culture que je déteste, c'est, et tiens, là en parlant, je retombe plus sur le titre, c'est sur France Inter, c'est le soir, c'est Le Masque et la Plume. Oh. Je déteste Le Masque et la Plume, ça se présente comme un débat, mais c'est juste un tour de podium où des chroniqueurs vont faire croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils auront été très méchants. Ça, c'est vieux, Le Masque et la Plume, mais en fait, il préparait peut-être un peu le terreau. Donc, je pense vraiment que les gens capables de débattre sont toujours là. Mais on les autorise plus à le faire. Non, c'est pas une question d'autoriser. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je le pense à 100%. Il n'y a plus de respect aujourd'hui pour la liberté de penser de chacun. Et c'est à croire que si l'on ne pense pas comme la majorité, oui, il est légitime de se faire, je ne parlerai pas de X et de se faire lyncher, parce qu'on assiste à un véritable lynchage aujourd'hui de toute tentative de débat intellectuel. Il n'y a plus de débat intellectuel. Alors politique, c'est un show à la Hollywood qu'on a été importé. De Trump. Oui, non, on n'a plus. Et la liberté de penser est menacée aujourd'hui. Allez, moi, j'aimerais qu'on termine juste sur la phrase qui est la phrase qu'on avait retenue pour l'hommage à Albert Camus. Créer, c'est vivre 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vivre 1000 fois. Ça veut dire que l'être humain est défini par le principe de réalité qui fait que nous ne sommes que ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'homme, femme, né à tel endroit, à telle date, et pas autre chose. Donc déjà, le réel, c'est l'unicité. Ce qui est ne peut pas ne pas être et ne peut pas être autrement. Et ce n'est que par la création qu'on parvient à démultiplier notre existence et à vivre 2 fois, 10 fois, 100 fois. Merci à vous deux. Il n'y a plus de questions dans la salle. Alors j'aimerais juste qu'on remercie effectivement Mona et Vincent. Mais merci à vous. Merci à vous. Extrêmement intéressante. Merci. Moi, je n'ai pas éteint. Il ne fallait pas. Ah, il ne fallait pas l'éteindre. Mais vous avez très bien fait de l'éteindre. Parce que j'ai cru qu'entendre que vous demandiez qu'on l'éteigne. Il ne fallait pas. Donc il ne fallait pas, sauf dit, ce n'était pas une nécessité. D'accord.